C'est un sort puissant, un envoûtement, une capture d'attention, un détournement de rêve. Au commencement du commencement, on vivait bêtes sauvages parmi les bêtes sauvages, indissociés du monde qui nous entourait. On était le monde. Puis le Verbe est né, le Verbe qui nomme le monde et le fait exister à la conscience, le Verbe qui le définit, le structure, le hiérarchise, le limite, nous en sépare, qu'on puisse le voir, l'étudier, le raisonner, cesser d'en avoir peur et lui donner du sens. Le Verbe qui permet à l'élite qui sait le maîtriser d'imposer ses croyances comme seule réalité, une réalité imaginaire. C'est un sort puissant, envoûté par avoir, on oublie qu'on peut être, on se croit séparé. Mais y a son ombre à s'échapper, y a son ombre à continuer, coûte que coûte à se désenvoûter. Y elles inventent, se plantent, réessaient, recommencent, retentent, réessaient, ne lâchent rien, continuent leur chemin, alimentent le rêve et font qu'il ne meurt pas. J'ai été brûlée vive, et juste avant de perdre conscience, je l'ai vu, à travers les flammes, l'homme à la cravate. Blanc, jeune, en santé, sûr et satisfait de sa virilité, mari et père, aimé des femmes, les aimants, entreprenant et possédant, riche, ou travailleur acharné et traître. J'ai croisé son regard, et j'ai fermé les yeux. Il connaît mes secrets, il va se faire Dieu, il les tient dans sa main. Tous vont rêver d'être lui, vont tricher, travailler, acheter, ruser, piétiner pour avoir la même place que lui. Et ceux qui ne le pourront pas ou ne le voudront pas finiront comme moi, l'objet de toutes les haines et de tous les mépris. Lesbophobie, homophobie, islamophobie, péniaphobie, transphobie, xénophobie, paressophobie, antiphobie, agisme, phallitisme, spécisme, racisme, sexisme, classisme. J'ai su à ce moment-là qu'il n'y aurait plus qu'un seul héros dans cette histoire, l'homme à la cravate. Le travail tue, le travail paie. Dans cette société, le travail qui pour moi est une malédiction biblique. Voilà, tu gagneras ta vie à la sueur de ton front. Est reconnu aujourd'hui comme une valeur morale par le capitalisme. Et laquelle valeur morale conférerait aux gens une espèce de dignité par rapport à l'ensemble de la population. Et ça, c'est une escroquerie scandaleuse, puisque le travail, finalement, en tout cas le travail salarié, tel qu'il est conçu par le capitalisme, sert uniquement à accumuler du profit pour le capital, lequel est condamné d'ailleurs à accumuler le dit profit de façon croissante. Alors, ce discours, il est difficile en tant qu'anarchiste à débiter entre guillemets tel que, parce que il y a un maximum de gens qui est confronté à la précarité et à la misère. En fait, c'est pas de travail dans le cadre de cette société dont on aurait besoin, c'est d'argent. Voilà, cette saine parole ne vient pas de moi, mais c'est la réalité. Donc les gens qui sont condamnés en quelque sorte à ce qu'on appelait dans les années 70, et ça vient de loin, hein, peut-être qu'on le dit encore aujourd'hui, l'esclavage salarié, eh bien ces personnes-là, il y en a peu globalement qui travaillent de gaieté de cœur. Alors il y a certains
disent oui, mais bon, mon boulot me plaît, etc. Ton boulot te plaît, d'accord, mais tu as plus de temps pour toi, tu n'as plus de temps pour vivre. Se réaliser dans le travail aujourd'hui, c'est totalement impossible, puisque le travail sert à pérenniser un mode d'oppression, un mode d'existence et d'oppression. Et ça, c'est, enfin, pour moi, en tant qu'anarchiste, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Lorsque Fernand Pelloutier crée la Fédération des bourgs du travail, je ne sais pas s'il faut remonter comme ça dans l'histoire, mais ça a quand même été quelque chose d'extrêmement important. Il y avait dans l'esprit de Pelloutier l'idée que le prolétaire devait apprendre la science de son malheur. C'est-à-dire, certes, les bourses du travail ont été des lieux d'apprentissage de méthodes de travail, même de recherche de boulot, je dirais, mais derrière, il y avait l'idée d'une émancipation sociale pour l'abolition du salariat et la fin du capitalisme, la destruction même du capital en tant que tel. Alors c'est vrai qu'on est confronté à la nécessité effectivement pour les gens de survivre, d'avoir de l'argent, alors et celle de critiquer en fait la nature de ce lien. Ce qui serait important, c'est que les gens puissent choisir une activité humaine à la fois socialement utile et valorisante pour eux à travers la relation, à travers l'échange et à travers la construction, mais dans un cadre justement égalitaire et de vie réelle. Aujourd'hui, le travail, c'est la déréalisation de l'individu. Outre le fait que, même dans le travail capitaliste, la parcellisation du travail, l'atomisation des individus, le fait que la machine, finalement, nous domine dans le cadre du travail. On est esclave non seulement des actionnaires, des propriétaires ou des gestionnaires du capital et de ses servants, mais on est aussi esclave de la machine elle-même. C'est la machine qui nous dicte sa logique et son mode son process. Voilà. Le process capitaliste, il est l'accumulation de la valeur, mais il est aussi tout un process technologique. ماتي حرب سجل انا شادية منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك انا تربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين انا مثل الكوفية كيف ما لبستوني وين ما شلحتوني بضلني عاوصولي فلسطينية من هيك لبسنا الكوفية لأننا وطنية الكوفية كوفية عربي من هيك لبسنا الكوفية هويتنا الأساسية الكوفية كوفية عربي Le contexte de la naissance du scalp, en gros, souvent, il y a un événement un peu fondateur, c'est l'arrivée de Jean-Marie Le Pen, la venue de Jean-Marie Le Pen à Toulouse en 1984, où c'est un peu... il y a un scalp qui se monte pour la première fois pour contrer sa venue, alors que d'autres groupes proposent une manifestation un peu plus classique, un peu plan-plan, entre guillemets, d'aller pas du tout là où il y a le rassemblement. Il y a des gens qui décident de pourrir le truc, clairement, et qui organisent une manifestation avec clairement pour but de perturber le meeting de Jean-Marie Le Pen. Donc c'est une manifestation où il va y avoir à peu près 1500 personnes dans mes souvenirs, enfin, qui sont pas mes souvenirs puisque j'y étais pas, je tiens à le dire quand même. Et puis en fait le contexte plus largement en fait c'est que donc c'est Toulouse, c'est pas n'importe quelle ville non plus, c'est une ville avec l'histoire de tous les immigrés espagnols qui sont arrivés après la guerre d'Espagne. Donc il y a un peu un contexte où des gens ont fui la guerre. La violence, c'est aussi quelque chose qui fait plus partie de l'environnement
qui est peut-être plus accepté que dans bien d'autres villes en France. C'est un contexte aussi où il y a pas mal de gens qui sortent de la lutte contre le nucléaire à Golfech, qui est une espèce de, je pense, un échec, et qu'il y a pas mal de gens qui ont envie d'en découdre à nouveau, qui se retrouvent sur Toulouse. Et puis au niveau national, plus généralement, c'est vraiment l'arrivée en force du Front National sur la scène politique, avec les premières venues de Jean-Marie Le Pen à la télévision, ce que jusqu'à présent les journalistes avaient refusé de faire. Et puis la récupération par tous les l'échiquier politique de la thématique de l'immigration qui était vraiment secondaire jusqu'à présent et qui là commence à prendre une place de plus en plus importante. Donc, au niveau national, il y a cette espèce de sauce qui prend en faveur des idées du Front National, plus le fait que les gens pensent que... Enfin les gens... Une bonne partie des hommes politiques, même à gauche, pensent que le Front National serait qu'un épiphénomène, que c'est amené à disparaître très rapidement. Je pense que les gens qui fondent le Scalp, et ensuite ce qui va donner le réseau No Pasaran, la pensée c'est plutôt de se dire que le Front National, il est là pour s'installer durablement, et que aussi ces idées elles vont prendre de plus en plus de place sur l'échiquier politique, et qu'il y a quelque chose à contrer à ce niveau-là. Quand je dis que la classe politique pense que c'est un épiphénomène, c'est par exemple typiquement François Mitterrand qui utilise le Front National pour satisfaire sa volonté de se faire de gagner des élections en agitant ce spectre-là. C'est par exemple SOS Racisme qui sert de cache-sexe au Parti Socialiste. Donc c'est un peu ça le contexte général. Je pense qu'il y a une espèce de ras-le-bol en 84 qui a amené ce premier Scalp-là et qui débouchera un peu plus tard, 8 ans plus tard, sur la création d'un réseau au niveau hexagonal, donc le réseau No Pasaran, avec plein de petites aventures entre les deux. Well, I'm gonna tell you fascists, you may be surprised. People in this world are getting organized. You're bound to lose, you fascists bound to lose. All you fascists bound to lose. I said, all you fascists bound to lose. Yes, sir. All you fascists bound to lose. L'espace autogéré, cette année, on a décidé de fermer, faire une pause de réflexion, sur la base du constat que en fait, le lieu ne répondait plus vraiment à ce qu'il était censé être. Ce qu'il est censé être, c'est déjà difficile parce qu'on est un groupe quand même assez hétéroclite, de par l'ancienneté, de par les différents horizons dont les gens sont issus. Mais je crois que tout le monde se reconnaît quand même dans certaines valeurs qui sont l'autogestion, le fait que ça soit un lieu non-profit, que ça soit un lieu qui soit non sexiste, non homophobe, non raciste, etc. Et puis qui présente quand même des pratiques tout à fait alternatives à celles qui sont les plus courantes dans la société actuelle, c'est-à-dire un lieu qui ne soit pas un lieu de consommation, mais un lieu où on essaye de faire les choses soi-même, dans une perspective aussi d'échange de savoir, et puis où on puisse aussi partager des luttes où chacune peut s'investir également à l'extérieur d'une certaine manière, et puis où on s'amuse aussi, c'est clair. Et puis tout ça c'est un peu perdu parce qu'on est un peu victime de notre succès. Il y a eu de plus en plus de monde qui vient aux soirées et puis de moins en moins de cohésion dans le groupe, ce qui fait qu'on était un peu débordé par tous ces gens qui viennent, qui connaissent peut-être pas bien le fonctionnement du lieu, on n'a plus l'énergie de l'expliquer. Et puis on n'a plus non plus la confiance suffisante entre nous pour intervenir dans certaines situations en sachant qu'on va tous intervenir un peu de la même façon, par exemple des situations d'agression sexiste, et puis
Il y avait l'envie de retrouver une certaine cohésion, de retrouver un contenu politique au lieu qui était passé un peu à l'arrière-plan, et puis aussi d'avoir un réel fonctionnement autogéré, c'est-à-dire que les tâches d'intendance qui sont quand même importantes pour faire fonctionner le lieu puissent tourner, que les gens ne s'épuisent pas et que les gens puissent s'approprier aussi cet outil. Parce que tout le monde est capable de faire les différentes tâches nécessaires. En tant que féministe et dans les milieux libertaires et punk, voilà, on se rend compte qu'il y a beaucoup à déconstruire. Et donc, voilà, dans les concerts punk aussi, c'est des scènes où les meufs n'ont pas de place, que ça soit à niveau des groupes en soi, qui sont que des groupes de mecs majoritairement, que ça soit devant la scène aussi avec tous les gros machos qui prennent la place à faire des pogos et il y a la place pour rien d'autre. À la technique. À la technique dans tous les sens du terme. Voilà, on se disait aussi, on se disait non, on faisait en sorte de pouvoir prendre cette place-là et se faire une place dans ce milieu et amener des comportements féministes dans des lieux masculins. Ouais, ce qui était pas sans mal, hein, parce que ça faisait quand même des concerts où ça faisait des embrouilles, des conflits. Des trucs où on se prenait la tête avec les mecs. Et il y a quand même eu des concerts où ça a fait... oui, ça fait des étincelles. Ça faisait des étincelles et puis après ça en parlait. Ah, il y avait les féministes, elles ont été violentes. Voilà. Et aussi, moi je trouve qu'il y avait un décalage entre quand même les brochures qui arrivaient. Parce que bon, souvent on a des info-kiosques et il y a quand même pas mal de brochures féministes qui arrivent et qui peuvent être présentes. Du coup, une sorte de théorie, voire même ce qui peut être prôné dans les chansons, de l'antisexisme ou quoi, une sorte de théorie et que dans la pratique, finalement, on n'avait pas beaucoup avancé. L'association qui gérait la salle, c'était plutôt homogène. C'était plutôt une bande de potes qui s'étaient rencontrés lors des mouvements contre les lois de Vaquet, qui étaient un peu dans les mêmes délires, plus ou moins internaux, antiracistes, qui avaient une idée assez précise de ce qu'ils voulaient faire ensemble. Et donc à ce moment-là, quand ils ont ouvert le lieu et qu'ils proposaient donc déjà des AG pour que des assos viennent proposer leurs projets, c'était vite vu, quoi. S'il y avait des assos qui proposaient des projets un peu trop marchands ou trop cultureux ou ceci, cela, elles se faisaient rembarrer direct, quoi. C'était assez expéditif. Donc il y avait une certaine cohérence du lieu qui se dégageait d'elle-même par cette bande de potes, quoi.
La salle est donc très vivante avec près de 200 événements par an, du plus politisé au plus festif. Depuis ces 20 dernières années, elle a toujours reflété ce qui se passe dans la ville. Donc ça peut être les mouvements sociaux, la naissance et la mort des collectifs, les courants musicaux et leurs chapelles, et bien sûr les dynamiques de lutte montantes et descendantes. Alors évidemment, c'est un peu le reflet de l'ambiance sociale générale, sur lequel on n'a pas non plus beaucoup de prise. Et en tout cas, voilà, ça nous pose vraiment des questions, comment réagir par rapport à tout ça. D'autant plus qu'il y a un peu une logique de micro-entreprise, et du coup on se demande si s'assurer uniquement du fait que les personnes qui organisent des soirées à Molodeuil soient amateurs, bénévoles, ça suffit ou pas. Et du coup c'est comment décider des soirées qui s'y passent ou pas, quoi. Et là du coup c'est comment on essaye de redonner du sens à du lieu sans perdre un peu les idéaux qu'on peut avoir les uns et les autres. En gros, déjà de base, quand t'es pas un dominant en costard-cravate ou machin, les rapports avec la police, ça peut déjà être compliqué. Mais alors, quand t'es blague et puis que gentiment t'es connu de leur service, puis qu'ils savent que t'as pas de papier, puis qu'ils peuvent agir sur toi en toute impunité, là, ça devient carrément dramatique, en fait. Et puis, en gros, tous les gens qui habitent dans cette maison ont souffert de manière hebdomadaire de l'irrespect, de l'humiliation, voire d'une violence physique hyper extrême de la part de la police, que ce soit tout au long de leur parcours jusqu'ici ou que ce soit à Lausanne. Et puis voilà, c'est des choses dont on discute depuis le début. Et puis en fait, ces derniers temps, autour de la maison, c'est carrément des barrages en fait qui s'organisent. En gros, il y a des barrages policiers où pendant plusieurs heures de la journée, voire selon les jours, pendant toute la journée, c'est pas possible de sortir de la maison sans se faire fouiller, sans se faire arrêter. Il y a des trucs assez affreux qui se sont passés ces derniers temps. Et puis voilà, gentiment en fait. Déjà, on ne comprend pas forcément l'intention politique. On ne sait pas déjà si c'est une intention politique, si c'est une intention policière, si c'est des dérives, et puis qu'ils sont couverts par leur hiérarchie, ou s'il y a vraiment une volonté tout d'un coup de découragement, de « Ok les gars, maintenant allez-y, pétez-leur la gueule tous les jours, comme ça on est sûr que fin mars ils s'en vont ». On ne sait pas si c'est pour vider la maison, on ne sait pas si c'est de la vengeance, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la violence policière, qui donc, attention, n'arrive pas maintenant, a toujours été hyper forte, là, disons que géographiquement, elle s'est accrue autour de la maison de manière extrême. Et puis, d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que quand le journal 24 heures va demander à la police si vraiment il y a des violences policières, la police leur dit « Ah non, on n'a pas de plainte enregistrée on n'a pas de plainte enregistrée pour violence, donc non, il n'y a pas de violence. » Et puis, le journaliste repart et puis publie ça. Donc ça donne un peu aussi une idée du regard que tout d'un coup les gens peuvent avoir, puis à quel point ils se posent des questions là-dessus. Nous étions ses ennemis et il nous a vaincus. Désormais la magie n'existe plus que pour le spectacle. Et quand autour d'un bout de papier on fait une cérémonie avec des costumes, des perruques, des incantations écrites, personne ne voit plus le rite, l'acte magique, l'ensorcellement. Il pouvait bien me brûler l'homme à la cravate. Il y aura toujours des réfractaires, des résistantes à son discours qui ne rêveront pas son rêve. Mais face à sa puissance, que faire ? Disparaître, se taire, faire mouvement, élargir, aller à contre-courant, se protéger, s'organiser de façon formelle, informelle, résister, ouvrir des lieux, prendre le maquis ? Depuis plusieurs semaines, il y a un mouvement social contre
loi El Khomri, le projet de loi El Khomri, qui touche directement au Code du travail. Alors le Code du travail, comme tout code, c'est un ensemble de lois qui régit le travail dans la société capitaliste. Les améliorations qu'il a pu y avoir, elles ont été liées à des luttes ouvrières, des luttes prolétariennes, syndicales et extra-syndicales, il faut le dire. Donc nous, comment on se positionne par rapport à ce travail? Évidemment, dans nos manifs, on pose le problème du travail en tant que tel, lié au capitalisme, c'est-à-dire sa critique qui passe par le fait le travail on s'en fout, on ne veut plus bosser du tout, c'est des choses qu'on peut dire. Ça signifie que le travail en société capitaliste, c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Alors, quelquefois, ça amuse un petit peu les personnes, mais on en discute, ils s'approchent, on en discute. Il y a des diffusions de tracts aussi, beaucoup plus analytiques, au-delà de cette loi, sur ce que représente le travail. Et en tout état de cause, dans tous les mouvements sociaux, on est présent parce qu'on a une approche, je vais dire, singulière et particulière du fait de notre culture anarchiste, de notre positionnement contre la société capitaliste, la nature de classe de cette société, etc. On veut ce monde, on n'en veut pas, on n'en veut plus, de toute façon. Mais, là, on est dans le cadre, nous, d'une présence constante dans les mouvements sociaux, que ce soit la lutte pour soutenir les sans-papiers, que ce soit la lutte pour le logement, contre l'état d'urgence, etc. On a vraiment quelque chose d'important à dire et d'assez qui quelquefois surprend les gens, mais qui est en tout cas écouté et souvent bien reçu, au point que des gens nous rejoignent ou viennent en tout cas discuter avec nous. Ça fait, on pense que ça peut faire son chemin. En tout cas, on reste debout. Savoir où aujourd'hui en est le fascisme, c'est un peu compliqué de répondre à cette question-là, parce que le fascisme, c'est quand même un truc qui demande à être défini, parce que c'est d'abord une forme historique et qui, a priori, ne devrait pas se reproduire. Après, ça reste une grille de lecture, parce que c'est quand même des exemples historiques qui ont toujours un intérêt aujourd'hui pour analyser les événements politiques. Je suis pas sûr qu'en France ou en Europe on puisse parler de montée du fascisme aujourd'hui, mais par contre les idées autoritaires, la xénophobie, on voit bien la crispation qu'il y a sur la question des migrants. Il y a clairement un ressac des idées, on va dire, progressistes, et que toutes ces idées autoritaires là, elles ont le vent en poupe, avec une grande crispation sur la question de l'identité qu'il n'y avait pas du tout avant. Et puis pour ce qui est nous localement de la réponse,
Je pense qu'on a toujours considéré que l'antifascisme radical, ça avait deux jambes. Une jambe, c'est l'autodéfense et c'est faire du travail d'information, c'est empêcher les FAF, entre guillemets, de faire leurs petits trucs tranquillement. C'est faire des collages, des tractages, des choses comme ça. Et puis c'est aussi, d'un autre côté, l'autre jambe, c'est nourrir le mouvement social et pas faire que uniquement un boulot de défense, c'est aussi avancer nos idées à nous et d'essayer de défendre des idées plus progressistes, entre guillemets. Puis je voudrais juste terminer en disant que une des choses qui nous semble importante aujourd'hui, c'est de réaffirmer que l'antifascisme, c'est pas le champ, le précaré des antifascistes, et que l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire que ça ne devienne pas un truc qui est délégué à une bande de jeunes ou moins jeunes qui ont envie de se foutre sur la gueule avec d'autres gens. C'est une question qui est primordiale pour le mouvement social. Il ne faut pas que ça devienne un truc fermé et un précaré. C'est une question qui doit être très largement réappropriée. Et donc on a fermé depuis l'été jusqu'à maintenant, jusqu'à fin novembre, mettons complètement. Et à partir de fin novembre, on a décidé de rouvrir la partie d'en haut pour les bouffes hebdomadaires, des bouffes végé-véganes tous les jeudis, qui sont un moment de rencontre important pour les gens des différentes maisons, mais aussi les gens du milieu qui habitent en appartement, qui étaient dans les maisons avant, des gens qui font partie de collectifs, d'ouvrir aussi pour des débats. Et puis, on n'a pas encore ouvert toute la partie concert, plus grosse soirée, parce que là, ça nécessite aussi de savoir un peu comment on accepte ou pas les soirées qui sont proposées. Le fonctionnement à l'espace, il y a le moment qui est très important, c'est le jeudi. On a une réunion qui est ouverte, même si on est un collectif, on est un collectif un peu mouvant, dans le sens qu'il y a des gens qui viennent très régulièrement au Réu, mais il y a aussi des gens qui viennent de manière épisodique, ce qui peut poser aussi le problème de la constance. Et puis la programmation de ces soirées nous prenait beaucoup de temps dans ces réunions, qui sont aussi à un moment où on voulait pouvoir discuter un peu plus de politique, non seulement de ce qui se passe dans la ville, de comment on peut y participer, de ce qu'on peut initier nous-mêmes. Et la programmation prenait de plus en plus de temps, avec aussi le problème qu'on avait beaucoup de peine à refuser des soirées, par peut-être le manque de cohésion dans le collectif, le manque de continuité. Et puis le fait qu'on a perdu un peu des soirées qui nous ressemblent, dans le sens où c'est des soirées qui justement s'éloignent plus d'une simple consommation, on vient écouter un groupe, on boit une bière à prix libre et puis on rentre chez soi. Mais des soirées où on fait plus les choses nous-mêmes, par exemple une soirée playback où tout le monde s'amuse, tout le monde se déguise, tout le monde participe à la déco, etc. Ou des soirées de soutien, ça il y a toujours eu, c'est aussi une spécificité du lieu, c'est que c'est un lieu où beaucoup de soirées de soutien, que ce soit pour des luttes proches, des maisons, mais aussi pour des lieux. On a fait une soirée de soutien par exemple pour un espace autogéré en Chine, des lieux plus éloignés, des lieux de rencontre pour des gens qui bougent au travers de l'Europe, voire du monde, etc. Le patriarcat et le capitalisme, le racisme d'État. Le patriarcat et le capitalisme et le racisme Je pense qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas. La meilleure façon de réagir, c'est de créer quelque chose pour que ça change. Et du coup, Dali Dark, c'était cette envie-là de se dire, en fait, ce milieu
punk, ce milieu libertaire, c'est un milieu dans lequel on est et on a envie d'avoir une position plus forte là-dedans. Et du coup, l'objectif, c'était déjà de jouer sur qui c'est qu'on pouvait voir sur scène et montrer qu'il y avait plein de meufs going trans qui faisaient des choses qui étaient chouettes et qui valaient le coup. Et que c'était pas un hasard que souvent ils soient oubliés, mais nous, on voulait vraiment les remettre à l'affiche. Et que organiser des concerts, c'était pas si compliqué non plus. Et que je pense qu'il y avait des peurs à surmonter parce que souvent on n'a pas confiance en nous en tant que meufs, c'est ça qui nous fait pas monter sur scène, c'est ça qui fait qu'on n'ose pas se lancer. Et que là, voilà, on voyait qu'on pouvait tout gérer, l'orga du A à Z, la technique, même des aspects qui sont vus comme typiquement masculins. Et je pense qu'il y avait aussi ce truc qui était hyper fort, c'est l'envie de créer une force collective féministe aussi dans le public qui fasse qu'on se sente bien d'aller au concert, qu'on n'appréhende pas, qu'on sache que s'il se passe un truc qui était pas chouette, on allait pouvoir réagir et être forte ensemble. Et que voilà aussi voir que dans les événements qu'on crée, j'ai l'impression qu'il y avait un truc qui nous tenait à cœur, c'était que les gens ils se sentent bien et qu'il y a un truc convivial et que ce soit joli et qu'on se sente accueillis et que vraiment c'était un truc chouette qui avait de l'importance, quoi. Et concrètement, moi je pense que ça a fait venir des meufs à des concerts punk qui allaient plus ou pas trop à des concerts punk. Et ça, et ça a aussi pu exister à Grenoble, qui est une ville où il se passait déjà des trucs féministes depuis plusieurs années, où il y avait eu une Medifest d'organiser quelques années avant, qui était déjà cette volonté de faire des ponts entre les meufs féministes aussi dans le milieu punk. Et peut-être des féministes qui pouvaient aussi kiffer le punk, mais plus activistes, ou je sais pas comment on dit, plus radicales, ou en tout cas avec cette image-là. Et que ça n'avait pas forcément été évident à cette Ladyfest, mais je pense que ça a aussi servi à que quelques années plus tard, on monte Dali Dark. Dali Dark était aussi dans le faire. Voilà, c'est un collectif qui était vraiment dans la pratique, ce qui moi personnellement me parlait beaucoup aussi, parce que moi dans ma vie personnelle, je pratique le féministe, mais de façon individuelle, et Dali Dark me permettait aussi de le faire de façon collective. Et surtout, en étant hétéra dans le milieu punk, parfois c'était difficile de pouvoir s'imposer. Et le fait qu'il y ait Dali Dark a permis aussi de construire, comme on le disait là, une force collective entre meufs. Et le fait de faire des soirées en non-mixité aussi, pour moi ça a été super important, même si au début j'avais quelques réticentes. J'ai eu l'expérience qui m'a éclairée sur le fait que c'est super important d'avoir des moments non-mixité entre meufs pour justement créer une force ensemble, une solidarité qui va nous gonfler pour affronter le monde masculin, quoi, et viril. Bien sûr, il pourrait y avoir à nouveau un repli du CA pour se centrer sur quelque chose de beaucoup plus homogène, avec une programmation qui irait un peu tout le temps dans le même sens, avec des critères un peu plus exclusifs, mais je suis pas sûre revenir un peu à ce qui se faisait au début de Molodoy avec la bande de potes, mais je pense pas qu'aujourd'hui ce soit la volonté de faire ça, mais plutôt de s'ouvrir sur le quartier, parce que cette salle elle est dans un quartier, elle y vit. Et les gens du quartier ont souvent tendance à voir cette salle comme un lieu festif, avec tout ce que ça peut engendrer avec du public qui vient, et casser un peu cette image de salle festive réservée uniquement aux gens du centre-ville. Donc
on veut un lieu ouvert, c'est sûr, avec un maximum où un maximum de projets puissent exister, parce que c'est plus hétérogène, c'est plus riche. Les associations de styles complètement différents se croisent, se rencontrent, et les publics se mélangent à certaines occasions. Et cette ouverture, parfois, elle a des contreparties où le fossé entre les points de départ des uns et des autres est parfois énorme. Et ça pose pas de problème dans le sens où il y a un certain équilibre qui est maintenu, où il y a un peu de tout et où ça peut créer des dynamiques justement pour accueillir le contre-sommet de l'OTAN, la marche des migrants, des ateliers participatifs, du théâtre, des journées-jeux, des débats, des petits comme des gros concerts de tout style. Et là, le milieu associatif événementiel est en plein boom, alors que les collectifs militants, malheureusement, se cassent un petit peu la margoulette. Alors quelque part, Molodeuil, c'est aussi... on peut prendre tous les constats là sur le moment et s'arracher les cheveux et dire que la solution miracle, on la trouvera peut-être pas sur le moment, mais c'est aussi un pari sur l'avenir. C'est aussi un outil qui est là et qui peut... Là, le bail emphytéotique a été renouvelé, a été reporté de 12 ans il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est parti pour durer. C'est un outil qui sera là pour s'il y a des mouvements qui reprennent, d'autres collectifs inventifs qui se forment, des idées géniales, des trucs formidables sur la ville. Donc ça peut rester enthousiasmant. Faut aussi dire qu'il y a des périodes de creux comme ça qui ont pu avoir lieu même par le passé et qui des fois sont aussi le reflet du fait que Molodeuil ça sert de marchepied à des collectifs qui arrivent, qui n'ont pas de lieu, qui n'ont rien, qui démarrent et qui sont tout dans l'enthousiasme et qui trouvent ce lieu où ils peuvent ne pas partir de zéro et se développer et faire des trucs. Et puis souvent en affinant leurs exigences, ils se rendent compte que Molodeuil ça nous convient plus pour X ou Y raison, et donc ça va les pousser à mener leurs projets ailleurs, à ouvrir d'autres lieux, ce qui en fait est pas plus mal, puisque c'est bien qu'il y ait de la diversité, qu'il n'y ait pas un lieu qui phagocyte tout ce qui se passe et que ça nivelle tout, voilà. Enfin, ça c'est plutôt bien, je trouve. Bon, de toute façon, c'est jamais les lieux eux-mêmes qui lancent les mouvements sociaux, c'est plutôt à un certain moment les mouvements sociaux qui vont avoir besoin de lieux et de liens entre les gens. La réaction de la maison a été de dire, face à cette violence-là, face à ces tabassages, face à ces fouilles en pleine rue, face au fait que les gens sont déshabillés en pleine rue, aux arrêts de bus devant tout le monde, face aux fouilles anales, face aux œils au beurre noir énormes où on va aux chuves et puis non, il n'y a pas d'œil au beurre noir. Bref, face à ces trucs qui rendent fou, on s'est dit qu'on allait faire une manif pacifiste. Et voilà, elle a été annoncée, on a eu des coups de fil, on a eu des rendez-vous. Et puis en gros, on nous a pas mal menacés. Et puis on nous a dit que si cette manif débordait, ils nous attendaient au coin de la rue, puis que ça allait chauffer, et puis qu'il faudrait pas dire que c'est la police qui commence. Enfin bref. Et puis voilà, cette manif s'est très bien passée, si ce n'est que voilà, elle a eu peu d'impact. Et voilà, délit de faciès et délit de sale gueule, et les gens du collectif, et comme tous les gens qui font pas partie des gens qui profitent pleinement de cette société, mais qui font partie des gens qui la supportent, continuent de se faire agresser en fait, et puis vivent dans la peur, et puis voilà, personne n'est là pour surveiller la police ou pour la combattre, parce que tout le monde est content, enfin ça profite à certains et puis ça fait énormément mal à d'autres. C'est le constat qu'on fait de manière encore plus extrême que d'habitude ici à Collectif Jean du Toit. Il a la dent blanche, l'homme à la cravate. Sa morsure provoque la gangrène. Elle nous nécrose, nous sépare des autres et de nous-mêmes. Nous sommes agrippés au bord du vide, tel le lierre, jugé parasite, alors qu'il protège et
qui s'attache à faire fleurir des mondes en dehors des saisons. Tel le lierre, nous sommes résistantes et des rats. Est-ce qu'on fait partie d'un grand tout qu'on pourrait nommer milieu, mouvement, réseau, amitié, politique, camaraderie, groupe affinitaire, copains, famille, coven de sorcières, anarcho, black bloc, autonome, alterno? Est-ce qu'on fait partie d'un grand tout?